Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la période précédant la fondation du premier empire assyrien. Cette période est la première phase de l'histoire de la cité d'Assur et de la Syrie, qui est alors limitée à l'arrière-pays de sa cité éponyme, et n'est pas un état territorial contrairement aux périodes suivantes. Vous voulez en savoir plus sur la fondation du premier empire assyrien? Venez avec moi. La Syrie émerge au troisième millénaire avant notre ère sur les pentes montagneuses des monts Argos, au nord de la Mésopotamie et dans la vallée du Tigre. Ces populations pauvres font d'abord allégeance aux cités-États de Sumer, puis à l'Empire de Babylone. Elles forgent leurs énergies dans des combats incessants contre les puissances occidentales, les Hittites, peuple indo-européen installé en Asie mineure, et le Mitanni, royaume de langue sémitique situé à l'ouest Syrie actuelle. Durant la période paléo-assyrienne entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ, Assur est une cité-État qui ne domine pas un territoire étendu, à l'image de la myriade de micro-États qui caractérisent la haute Mésopotamie de la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Elle doit sa prospérité à sa situation avantageuse sur les routes reliant l'Anatolie, la Syrie, l'Iran et la basse Mésopotamie. Peu de sources de cette période ont été mises au jour lors des fouilles du site. Les niveaux archéologiques des monuments principaux, le vieux palais et les temples d'Assur et d'Ishtar sont recouverts par ceux des périodes postérieures et leur plan pour la période paléo-assyrienne est difficile à restituer. Quelques tombes de l'époque, probablement des marchands, ont livré des parures et de la vaisselle de qualité. Peu de tablettes ont également été retrouvées sur le site pour cette période et quelques inscriptions royales furent découvertes et mises au jour. On ignore à peu près tout des origines de la cité d'Assur. Les vestiges les plus anciens qui ont été découverts sont deux temples de la déesse Ishtar, datant du 26e siècle avant notre ère. Les scribes assyriens ont laissé une liste royale qui prétend remonter aux origines, mais ces textes, en l'absence de synchronisme sûr avec les rois d'Akkad et de Sumer, ne peuvent être, tout du moins dans leur partie la plus ancienne, et notamment pour ce qui concerne les 17 rois qui ont habité sous la tente, exploités à des fins chronologiques. Parce qu'elle commandait la route la plus directe entre la base et la haute Mésopotamie, entre Sumer et Akkad, les riches régions minières du Koudistan, de l'Arménie, de l'Anatolie. Assur fut assez tôt l'objet de la convoitise des royaumes et des empires mésopotamiens. Conquise par les Akkadiens, dévastée par les Goutis, envahisseurs originaires des monts Argos, dominée par la troisième dynastie d'Ur, une des plus importantes cités fondées par les Sumériens, elle s'émancipe seulement après 2025 avant Jésus-Christ, lorsque l'empire néo-sumérien se désagrège. Ces princes, qui portent alors le titre de vicaire de la divinité Assur ou de chef de l'assemblée des citoyens, œuvrent activement à son redressement. Les inscriptions qu'ils ont laissées mentionnent la construction et la restauration de temples, l'érection de murailles ainsi que de travaux d'adduction d'eau. La cité d'Assur est une monarchie, même si son organisation symbolique est particulière. En effet, son roi porte le titre de vicaire du dieu Assur, qui est considéré comme le roi à proprement parler. Le roi terrestre est encore parfois appelé chef ou grand dans les tablettes. Les souverains se succèdent sur le trône d'Assur pour cette période sont connus par des inscriptions royales ainsi que des textes comprenant une liste royale assyrienne, composée postérieurement. Plusieurs des souverains mentionnés dans celle-ci ne sont connus que par cette tablette, ce qui rend donc leur activité mal connue. Et pour ceux qui ont laissé des inscriptions, elles sont souvent trop limitées pour bien témoigner de leur accomplissement et pour, a fortiori, permettre de reconstruire une histoire de leur règne durant la période. Les inscriptions royales consistent en effet en des textes commémoratifs rapportant la construction ou la reconstruction de monuments, surtout des temples, des dédicaces figurant sur des objets votifs, ainsi que des inscriptions brèves mentionnant la destination d'un objet. Il n'y a pas d'inscription relative à des faits militaires pour cette période. Aussitôt affranchi de toute allégeance, Assur met au profit sa position de port fluvial et de carrefour routier dans un commerce à longue distance. Assez rapidement, elle surclasse les cités-États concurrentes et s'impose comme la principale organisatrice des échanges commerciaux entre Zargos, le Kurdistan, l'Anatolie et la Mésopotamie.
Les marchands assyriens s'implantent massivement sur le plateau anatolien et créent des comptoirs commerciaux dans une quinzaine de villes d'Anatolie centrale. Tous ces comptoirs ou associations autonomes de marchands assyriens établis dans la ville basse à proximité de la citadelle, abritant le palais du roi local. Cet organisme central dépendant à son tour pour le compte de l'État assyrien, il a pour charge de contrôler et de taxer toutes les transactions, de juger tous les litiges et de défendre les intérêts des marchands assyriens auprès des dynastes locaux. Cependant, quoique lié à l'État, les marchands ont ses propres activités commerciales. Ils disposent de magasins et d'entrepôts, s'adonnent à l'importation et à l'exportation de marchandises et réalisent des opérations bancaires en consentant des prêts ou en contractant des emprunts. Ces activités nous sont connues par des milliers de tablettes dites cappadociennes, véritables archives économiques et juridiques en écriture cunéiforme. Assur échangeait le cuivre et la laine en provenance d'Anatolie contre de l'étain, indispensable à la métallurgie locale, du bronze, des étoffes et des ânes. L'étain importé avait une valeur marchande 7 fois supérieure à celle du cuivre anatolien, et son commerce assura pendant près d'un siècle la prospérité de la capitale assyrienne. Vers 1850 avant Jésus-Christ, une guerre entre populations anatoliennes interrompt ce trafic lucratif. Assur, à nouveau appauvri, doit encore faire face aux tentatives d'hégémonie des rois mésopotamiens. Finalement, vers 1816 avant Jésus-Christ, elle tombe entre les mains d'Amorite Shamshid Haddad Ier, qui régnait en Shubab Enlil, cité de la région de Kabour. Shamshi Haddad Ier, après avoir détrôné le souverain légitime Erishum II, prend Ninive, puis étend son pouvoir sur une partie du Kurdistan irakien et sur la grande ville de l'Euphrate, Mari, où il s'installe son fils Hisham Haddad. Poursuivant d'autres conquêtes, il s'érige en maître de toute la haute Mésopotamie et impose sa suzeraineté aux cités d'Esnouna. Sous son règne, Assur, qui n'est plus capitale, retrouve néanmoins sa vocation de port commercial et ses marchands refont leur apparition en Anatolie. Les colonies assyriennes de Cappadoce périclitent à nouveau et les fils de Shamshi Haddad ne peuvent conserver les domaines paternels. Haddad se fait évincer de Mari par les rois d'Alep, d'Agan, son frère dépossédé d'Assur par le roi d'Esnouna, doit se mettre sous la protection d'Amour-Rabi, roi de Babylone et nouveau maître de la Mésopotamie. Après ce pseudo-règne d'Agan, 1783-1743 avant Jésus-Christ, la Syrie, passée entre les mains de plusieurs usurpateurs, est reléguée à l'arrière-plan de la scène politique proche-orientale. Pendant plus de 3 siècles, elle fait figure de petite principauté successivement contrôlée par les Babyloniens, les Kassites et les Mitanniens. Comme on l'a vu, Assur est alors une cité-État sans importance politique notable, dirigée par des rois associés à une oligarchie urbaine exerçant le pouvoir de façon complémentaire. Les élites urbaines comprennent notamment une communauté marchande très active qui anime un commerce à longue distance très lucratif, s'appuyant sur un réseau de comptoirs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.